Dans une ville, les canaux de drainage sont le dernier endroit où l'on s'attend à ce que la faune prospère. La seule chose vivante qu'on serait pas surpris d'y voir, c'est peut-être Gripsou, le clown de ça. Mais dans la ville de Shimabara, sur l'île japonaise de Kyushu, les caniveaux sont si propres qu'ils abritent des centaines de carpes koi. Vous connaissez ces magnifiques poissons colorés emblématiques du Japon qui nagent généralement dans des étangs. Ils se sentent également comme chez eux dans les canaux de drainage. Cet écosystème unique est né d'une catastrophe naturelle tragique survenue en 1792. L'éruption du mont Unzen, le tremblement de terre et le tsunami qui ont suivi ont tué 15 000 personnes à l'époque, mais la dévastation a entraîné une abondance d'eau douce et propre. Cette eau coulait le long des canaux de drainage. En 1978, les autorités ont donc décidé de relâcher des carpes koi colorées dans ce cours d'eau de 100 mètres de long. Ça aurait été dommage de gaspiller de l'eau propre. D'autant plus que ces poissons ont besoin d'une eau de qualité exceptionnelle pour survivre. Le fait que des carpes koi parviennent à vivre dans les canaux de drainage prouve à quel point l'eau de cette région est propre, et les habitants en sont bien sûr très fiers. Pourquoi vous êtes dans les égouts? C'est la tempête qui m'a entraîné ici. Pour bien comprendre que l'état des canaux de drainage japonais est exceptionnel, il suffit de regarder d'autres pays, comme l'Inde. Vous avez sans doute vu des vidéos d'hommes qui plongent dans des canaux sales pour tenter de les nettoyer. C'est un travail très pénible et dangereux, mais les conséquences de canaux de drainage encombrés ne se limitent pas aux mauvaises odeurs et aux maladies. D'abord, ça peut endommager le sous-sol et les trottoirs. Lorsque le système de drainage est défaillant, l'eau s'infiltre dans les fondations des bâtiments. Elle exerce une pression sur les murs, ce qui peut causer l'apparition de pliures ou de fissures dans la structure. De plus, par temps de gel, le problème s'aggrave car l'eau se transforme en glace dans le sol détrempé. Elle se dilate et provoque l'apparition de nouvelles fissures et de gonflements sous les trottoirs et les allées. Évidemment, le gel n'est pas un gros problème en Inde, mais ça ne signifie pas qu'il faille ignorer le mauvais état des fondations. Une autre conséquence d'un défaut de drainage, c'est l'érosion. Lorsque l'eau s'écoule sur le sol sans être acheminée vers un bassin de rétention ou un drain, elle emporte avec elle la terre, le paillis naturel et autres petits débris, privant ainsi les arbres et les plantes des éléments nutritifs dont ils ont besoin. De plus, lorsque ça se produit, les propriétaires compensent souvent en arrosant trop les plantes, au risque de les faire pourrir. Sans oublier les animaux sauvages et les insectes. Des canaux de drainage sales peuvent entraîner une augmentation de la population de parasites porteurs de maladies, comme les moustiques. Le canal de Bagjola en Inde permet de se rendre compte de la gravité du problème. Bien qu'il ne s'agisse pas exactement d'un canal de drainage, il est situé à côté d'un complexe d'appartements, et en hiver, c'est à peine si les habitants peuvent parler. Il y a tellement de moustiques qu'on ne peut pas ouvrir la bouche. Au Japon, les gens se préoccupent de la propreté et ils n'hésitent pas à faire appel aux dernières technologies disponibles. Ils prévoient d'envoyer des robots dans les égouts. Un groupe de robots à l'allure d'araignée circulera dans les égouts du Japon pour effectuer des travaux d'entretien et d'inspection, le pays ne disposant pas d'assez de main-d'œuvre pour ce type de tâches. Dans une telle situation, les robots semblent être la solution idéale. Ils peuvent être utilisés individuellement ou en groupe. Par exemple, un robot se chargerait de l'orientation, tandis qu'un autre identifierait les éléments à réparer et à entretenir. Un troisième robot, équipé d'un bras robotisé, pourrait effectuer les réparations nécessaires. D'une manière générale, compte tenu du fait que le réseau d'égouts japonais s'étend sur près de 490 000 km et qu'il est appelé à se développer, il est essentiel de l'inspecter et de l'entretenir régulièrement. Mais pour être tout à fait honnête, les robots égoutiers s'occupent davantage d'entretien que de propreté. Le métro de Tokyo est le meilleur exemple qui soit pour illustrer la propreté au Japon. Si vous avez déjà pris le métro, vous devez penser que c'est un mode de transport loin d'être propre. Mais le métro de Tokyo, c'est une autre histoire. Les rames y sont toujours à l'heure. Si l'une d'entre elles a ne serait-ce qu'une minute de retard, la compagnie doit présenter ses excuses. En 2016, la journaliste du Washington Post Anna Fifield décrivait la propreté impeccable des métros de Tokyo qu'elle emprunte tous les jours et la différence avec les stations américaines était immense. Au Japon, il n'est pas rare de voir des techniciens passer l'aspirateur dans la station ou désinfecter les mains courantes. Étonnamment, il n'y a pas de poubelle, mais il n'y a pas d'ordures non plus, car tout le monde conserve sur soi ses emballages et ses vieux papiers. Dans de nombreuses stations, des haut-parleurs diffusent des gazouillis d'oiseaux ou autres sons de la nature. Et tous les quais, ou presque, comportent un distributeur de boissons chaudes et froides. On trouve parfois même un distributeur de glace ou de frites, mais personne ne mange ni ne boit dans les rames. Ça aide à conserver les lieux propres, mais c'est pas la seule raison. Enfin, j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, comparons le métro de Tokyo à celui de New York.
En 2015, Scott Stringer, un contrôleur municipal, a qualifié le métro de la ville d'injure du quotidien pour les millions de personnes qui l'utilisent. La liste des problèmes qu'il a relevés avait de quoi faire peur. Bien que les voies soient censées être nettoyées toutes les 3 semaines, ça n'était pas fait dans 97% des cas, et 12% des voies n'étaient jamais nettoyées par le train aspirateur Vactrac. Oui, le métro de New York dispose d'une rame spéciale qui sert d'aspirateur. Mais personne ne se soucie beaucoup de la qualité du nettoyage. On trouve ainsi des tas d'ordures sur les voies qui attirent les rats et provoquent des incendies. En 2014, plus de 500 incendies se sont déclarés dans le métro de New York et plus de 300 d'entre eux avaient pour origine des déchets abandonnés. Imaginez maintenant le choc que ça doit faire de passer du métro de New York à celui de Tokyo, et vice-versa. En fait, au Japon, on enseigne la propreté dès l'enfance, et c'est surtout ça qui distingue ce pays des autres. Les enfants y apprennent depuis des siècles l'importance d'être propre, et comme on peut le voir, ça fonctionne. Des études montrent que les enfants étudiant dans des classes propres sont plus heureux que ceux qui étudient dans des classes sales. De surcroît, on considère que lorsque les élèves salissent, il leur revient de nettoyer derrière eux. Pendant 15 minutes après les cours, les élèves nettoient les salles de classe, les toilettes et d'autres parties de l'école à l'aide de balais, d'aspirateurs et de chiffons. Cette tradition se fonde sur une philosophie du XVIIe siècle selon laquelle un environnement propre et ordonné permet d'avoir l'esprit clair. C'est aussi une façon d'exprimer sa gratitude envers les personnes et les objets qui contribuent à notre apprentissage. De plus, si les élèves doivent nettoyer eux-mêmes, ils sont moins enclins à salir. Et vous pensez quoi de cet homme qui se sert d'un aspirateur ordinaire pour nettoyer la rue? Ça s'est réellement produit et ça a été filmé au Japon. Lorsque les gens sont prêts à faire de telles choses, difficile pour la saleté et les déchets de se faire une place. Mais le pays du soleil levant n'est pas célèbre que pour sa propreté, il l'est aussi pour ses habitudes étranges. Et voici un exemple qui illustre parfaitement les deux à la fois. Depuis plus de 300 ans, le village de Harie au Japon prospère grâce à un système de canaux, de ruisseaux, de rizières et de kabata, des rangées de bassins artificiels par lesquels l'eau de source est acheminée jusqu'aux maisons afin de servir aux tâches de la vie quotidienne. Certains de ces bassins sont situés à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Chaque bassin correspond à une certaine tâche, boire et cuisiner, laver les légumes ou refroidir le tofu. Les kabatas sont même utilisés pour laver la vaisselle, mais pas de la manière qu'on connaît. Aucun détergent polluant n'est utilisé. Une fois les assiettes vidées des restes, les carpes, koi et d'autres poissons se chargent de les manger, ce qui permet de garder l'eau froide propre. Si on place des carpes koi dans une casserole dans laquelle on a fait cuire du curry, elle sera propre comme un sous-neuf en 3 heures. Ces poissons mangent même l'écorce des pastèques, pas étonnant qu'ils deviennent si gros. Certaines carpes pèsent plus de 25 kg. L'eau de lavage s'écoule ensuite vers les rizières, constituant une source supplémentaire de nutriments pour les plantes. Certes, sur 170 ménages, seule une soixantaine se sert régulièrement des kabatas, mais uniquement parce que les autres sont équipés de cuisine moderne. Et maintenant, parlons des étranges traditions scolaires japonaises. Pour la plupart de nos spectateurs, le fait de nettoyer sa propre salle de classe doit déjà sembler étrange, mais ça n'a rien de choquant. Contrairement à une autre tradition qui concerne les sous-vêtements. En effet, les élèves sont tenus de porter des sous-vêtements entièrement blancs. Au cours d'une étude sur les règlements scolaires discutables, l'inspection académique de la préfecture de Saga a découvert que le règlement d'au moins 14 des 51 collèges et lycées imposait le port de sous-vêtements blancs. Mais pourquoi ? Lors d'une récente réunion, le conseil d'administration a réexaminé ce règlement et il a décidé de l'abolir. À partir de la rentrée scolaire 2021, il n'y aura plus de contrôle de la couleur des sous-vêtements des élèves. Franchement, j'ai du mal à croire que des gens prenaient au sérieux le fait de vérifier l'application de cette règle. C'est quand même un travail très étrange. Il faut dire que le Japon s'y connaît en matière de métiers bizarres. Les transports en commun japonais emploient des gens au poste d'oshiya. Le rôle d'un oshiya est d'aider les passagers à entrer dans les wagons de chemin de fer et de métro bondés. Il s'agit d'une personne spécialement formée qui pousse les gens et leurs bagages dans les rames surchargées. Imaginez maintenant une rame tellement bondée qu'on peut pas y pénétrer sans un oshiya et que quelqu'un arrive des frites à la main. Oui, c'est aussi pour ça qu'il n'est permis de manger dans le métro japonais que sur le quai. Et les gens dont le métier est de s'excuser officiellement en votre nom. Certaines personnes ont du mal à présenter leurs excuses, mais au Japon, on peut déléguer cette tâche désagréable à quelqu'un d'autre. L'agence Shazaya Aiga Pro propose un service de présentation d'excuses.
Environ 87 € pour des excuses par téléphone ou par courrier électronique et 206 € pour des excuses en personne. Et que diriez-vous d'une petite amie à louer? Attention, rien d'inapproprié, c'est un service destiné aux gens qui souffrent de l'absence de leur ex-petite amie, qui ne savent pas faire leurs courses seuls ou qui veulent simplement de la compagnie pour aller boire un verre. Outre la location de filles comme accompagnatrices lors d'événements ou de dîners, il existe également un service destiné à aider les hommes à s'habituer à sortir avec des femmes. On peut aussi embaucher une fille pour qu'elle nous accompagne à un mariage. Le concept de personne à louer peut sembler étrange, mais ce service est de plus en plus populaire au Japon. Il peut s'agir de jouer le rôle d'une amie pour discuter autour d'un dîner, ou de se faire passer pour un parent ou même un conjoint à l'occasion d'un mariage ou d'un repas de famille. Toutes sortes de rôles sont possibles. Le client peut même engager plusieurs acteurs à la fois pour composer un véritable spectacle. Par exemple, on peut habiller ses amis loués de différentes tenues et prendre la pose à leur côté pour faire des photos, ou engager un mari et organiser une fausse cérémonie de mariage avec des invités. La seule chose qui compte, c'est d'avoir les moyens. Je crois qu'il est temps de dire quelques mots sur l'armée japonaise, car les méthodes d'entraînement des soldats japonais sont également bizarres. Surtout si l'on compare avec les forces armées d'autres pays. Comme Taïwan par exemple, la route du paradis constitue la dernière étape d'un programme d'entraînement de 10 semaines destiné aux futures marines. Les candidats doivent ramper 50 mètres sur des rochers déchiquetés, vêtus uniquement d'un short et de baskets. L'entraînement simule l'atterrissage sur une plage rocheuse et il constitue en même temps un test rigoureux de résistance mentale et d'endurance physique. « Je ne crains pas la douleur !» crient les futures marines alors qu'ils rampent sur les rochers tranchants. Je suis un soldat! La Corée du Sud a adopté une autre approche. Les soldats doivent s'entraîner au combat par temps hivernal. Moins 30 degrés Celsius, des montagnes, une épaisse couche de neige. L'idée est d'habituer les soldats aux pires conditions qu'ils risquent de rencontrer sur le champ de bataille. Les exercices comprennent du tir, des arts martiaux et bien sûr des tests d'endurance dans la neige et sur une rivière gelée. J'ai froid rien qu'en les regardant. En Chine, les soldats doivent parfois sauter à travers des flammes dans le cadre de leur entraînement. Les troupes de la police aux frontières sont connues pour sauter à travers des cerceaux enflammés, en uniforme et de fusil à la main. Cet exercice est censé les aider à éprouver les mêmes sentiments et la même poussée d'adrénaline qu'ils pourraient ressentir lors d'un combat réel. Aux États-Unis, les plongeurs de combat sont contraints de nager sous l'eau avec les mains et les pieds attachés au cours de certains exercices. Ça conduit parfois à des accidents mortels. Fin 2021, 2 soldats sont morts lors d'un entraînement. Au Japon, c'est un peu différent. Au lieu d'un entraînement physique intense, les élèves de l'académie navale doivent méditer tous les jours. Ce processus est appelé Gosei, ce qui se traduit littéralement par 5 réflexions. Il s'agit essentiellement de 5 questions à se poser chaque soir. Par exemple, suis-je devenu paresseux? Et est-ce que j'y agis de façon hypocrite? On est tenté de se dire qu'il est plus facile de méditer que de ramper sur des rochers pointus. Mais c'est un entraînement très utile. L'armée japonaise reconnaît depuis longtemps les bienfaits de la méditation pour ses soldats. Dans le cadre de leur formation de base, ils apprennent diverses formes de vide mental qui les aident à mieux résister aux traumatismes physiques et psychologiques et à rester concentrés même dans les situations les plus extrêmes. On pense en effet que trop de réflexion peut conduire au doute et à la paralysie pendant le combat. Si ça se produit au beau milieu d'une bataille meurtrière, l'issue est facile à prédire. La méditation aide les soldats à se concentrer sur la tâche à accomplir sans succomber au stress ou à une réflexion trop poussée. C'est peut-être la méditation qui explique la détermination des soldats japonais et leur volonté inébranlable qui les pousse à ne jamais se rendre. La volonté de certains d'entre eux demeure inflexible même après plusieurs dizaines d'années. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Hiro Onoda, un lieutenant japonais qui était en poste sur la petite île philippine de Lubang pendant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les Américains ont attaqué quelques semaines plus tard, la plupart des soldats japonais se sont retirés dans la jungle, laissant Onoda derrière eux. Le gouvernement japonais l'a déclaré mort en 1959, mais en réalité il était toujours en vie. Contrairement à ses camarades, Onoda est resté à Lubang pendant près de 30 ans, convaincu qu'il menait encore une guerre qui était terminée depuis longtemps. En fait, ce qui est arrivé à Onoda n'est pas un cas unique. D'autres soldats japonais ont continué à se battre après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en particulier sur des îles éloignées. Teruo Nakamura, un soldat taïwano-japonais, a passé 29 ans dans la jungle de l'île de Morotai, dans l'actuelle Indonésie, après la Seconde Guerre mondiale.
Shoichi Yokoi s'est caché dans les jungles de Guam jusqu'en 1972. Mais revenons au Japon moderne, car on y trouve déjà bien assez de choses étranges pour faire plusieurs vidéos. Au Japon, il est impossible de perdre quoi que ce soit. Téléphone laissé dans des taxis, mallettes sous des sièges de train, portefeuille et parapluie oubliés. Étonnamment, la plupart de ces objets sont restitués à leurs propriétaires légitimes. Selon un article de la BBC datant de 2020, 83% des téléphones portables perdus à Tokyo sont retrouvés. Plus de la moitié des portefeuilles sont restitués à leurs propriétaires. Les objets trouvés sont remis à la police, où ils sont soigneusement répertoriés et où l'on vérifie qu'ils ne contiennent pas d'informations personnelles susceptibles d'aider à contacter leurs propriétaires légitimes. Les objets sont ensuite envoyés au centre des objets trouvés, où ils attendent patiemment. Les Japonais prennent très au sérieux la restitution des objets à leurs propriétaires. Dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants à restituer les objets perdus. Dans un message devenu viral sur les réseaux sociaux, une femme nommée Keiko raconte comment son jeune fils a trouvé une pièce de 50 yens dans un parc et a insisté pour la remettre à la police. Précisons que 50 yens ne valent même pas 50 centimes. Pourtant, la police a enregistré la pièce avec le plus grand sérieux et l'enfant a été félicité pour son honnêteté. Comment ne pas rendre les portefeuilles, téléphones et parapluies perdus à leurs propriétaires après avoir entendu de telles histoires ? Ces aspects de la vie japonaise sont vraiment admirables. D'autres, comme ce cimetière comportant des QR codes, sont un peu déroutants. Oui, de tels cimetières existent bel et bien. Il s'agit de cimetières intérieurs qui permettent de conserver les dépouilles pendant à peu près 30 ans. Les cendres sont ensuite transférées dans des columbariums, mais un nom ou un QR code est gravé sur une plaque pour plus de personnalisation. Les moines promettent de continuer à prier pour les âmes des défunts. Ces cimetières modernes sont populaires non seulement en raison de leur commodité, mais aussi parce qu'ils permettent de faire des économies par rapport à une inhumation traditionnelle. Une place dans un tel cimetière coûte environ la moitié du prix d'une tombe ordinaire. Mais il existe des cimetières encore plus avancés technologiquement. Je parle des réseaux sociaux. D'ici la fin du XXIe siècle, l'un d'entre eux pourrait bien devenir le plus grand cimetière virtuel du monde. Selon les estimations, il comporte actuellement environ 1,5 milliard d'utilisateurs, mais d'ici 2098, les comptes dont le propriétaire est mort seront plus nombreux que les comptes des vivants. Le réseau en question refuse de supprimer automatiquement les comptes des utilisateurs décédés, ce qui signifie que les comptes inactifs y resteront à jamais. À moins que quelqu'un ne découvre le mot de passe des utilisateurs décédés et ne supprime manuellement leur page. Mais la plupart des gens ne partagent pas leur mot de passe avant leur mort, ce qui signifie que ce réseau social risque fort de devenir un cimetière social. A plus.